Alors bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc Moi je vais aussi. ce matin je vais vous parler d'approche narrative, de synthèse des résultats sous forme narrative. Donc il y a deux parties un petit peu dans cette présentation. Donc il y a une première partie qui concerne la synthèse narrative des caractéristiques des études. Donc il s'agit avec des tableaux, des figures, de présenter le contexte et les caractéristiques des études, et aussi d'identifier les knowledge cluster et knowledge gap, donc les sujets où il y a beaucoup de littérature et puis aussi les manques de connaissances. Et puis la deuxième partie, ça va être plus vraiment la synthèse narrative des résultats en tant que tels. Et cette synthèse narrative des résultats, souvent on la fait quand on peut pas faire de méta-analyse, parce que il y a beaucoup d'études qui sont disparates. Il y a peut-être deux études sur une réponse, trois autres études sur une autre réponse, et du coup faire une méta-analyse c'est pas possible, c'est trop hétérogène. Et là on va plutôt faire une synthèse narrative des résultats. On fait ça. Donc pour la synthèse narrative des caractéristiques des études, on représente les informations qui ont été codées ou extraites lors du métacoding, qui détaillent les caractéristiques clés des études. Donc typiquement, on va représenter le contexte, par exemple la source des articles, est-ce que ça vient de littérature publiée ou de littérature grise, les types de documents, les langues, la distribution temporelle ou géographique. On va aussi forcément décrire les éléments de la question, donc la population, l'intervention, l'exposition, l'outcome, et on va aussi décrire les méthodes, le design et la validité des études, donc le résultat de l'analyse critique. Et ça, cette représentation, donc on va utiliser des tableaux, des figures, des cartes, des heatmaps ou tout autre moyen que vous trouvez pertinent pour représenter l'information. Donc je vais vous montrer un peu des exemples de visualisation de ces données. Donc le plus facile, c'est sous forme de tableau. À gauche, vous avez un tableau qui montre la proportion des articles récupérés par les différentes bases de données. Ça permet de voir, par exemple, si sur un sujet, la littérature grise, il y a beaucoup de choses qui est documentée sous forme de littérature grise ou pas. Donc ça peut être des tableaux de proportion, ça peut être sur la droite des tableaux de nombre d'articles. Là, ils ont représenté le nombre d'articles en fonction des journaux où sont publiés les articles. Vous pouvez aussi mettre les deux, avoir le nombre total et la proportion. Et les tableaux peuvent aussi détailler des informations. Par exemple, là, il y a le total des études et puis une séparation entre les études expérimentales et les études observationnelles. Et selon le type d'études, c'est pas les mêmes espèces qui sont étudiées. Donc ça, c'est un des premiers exemples pour les tableaux. Ensuite, pour les représentations vraiment graphiques, les figures, je vous ai mis le lien vers un site qui s'appelle Data2Viz, et il est assez pratique parce qu'il permet selon le type de données qu'on a, de voir un peu quel genre de figure on peut faire avec les données qu'on a. Si on a des données de type numérique, catégorielles, ou des cartes, des réseaux, des séries temporelles. Et donc vous avez un arbre de décision qui permet de voir, après ça c'est la suite de l'arbre, quel genre de plot, de figure serait adapté à vos types de données. Donc ce site-là, il est vraiment pratique, et voilà, ça guide bien pour avoir un aperçu des représentations graphiques en fonction du type de données. Donc un premier type de graphique, c'est l'histogramme. Souvent, ça va être pour les années de publication. Donc, on va représenter le nombre d'articles par année. Et comme ça permet de voir la distribution temporelle de la connaissance. Et souvent, on fait la recherche un peu en milieu d'année. On fait jamais sa recherche au 1er janvier d'une année. Donc, souvent, la dernière barre est coupée. Et ça, il faut aussi le représenter d'une certaine manière.
La distribution temporelle, vous pouvez aussi la représenter en fonction de différentes catégories. Donc sur ce graphique-là, en fonction du domaine, si c'est eau douce, si c'est le domaine marin ou terrestre, ils ont montré la distribution géographique des articles. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de représentation de l'information. Ensuite, si on passe à des variables plus catégorielles, et c'est souvent ça qu'on va avoir en fait dans le métacoding, le graphique, je dirais, le plus utilisé, c'est vraiment le bar plot. Donc on peut vraiment quasiment tout représenter avec le bar plot, que ce soit en nombre d'articles comme ça, ça peut être en proportion. Donc là, par exemple, c'est le résultat de l'analyse critique, où vous avez le niveau de risque de biais total, selon qu'il est en vert faible, en rouge haut ou unclear, pas clair en gris, et après le détail des différents critères de l'analyse critique pour les articles. Les bar plots, vous pouvez aussi les utiliser empilés, donc pour représenter par exemple les groupes biologiques qui sont étudiés et en fonction du niveau taxonomique. Là, ça peut être la source de littérature encore, et puis en fonction du type de document. Donc là, vous pouvez comme ça, avec les bar plots empilés, représenter deux informations sur le même graphique. Une autre représentation graphique, en fait, c'est comme les bar plots, mais avec un design, un aperçu différent. Donc Lollipop, un graphique en sucette. J'ai trouvé quand même des exemples dans Environmental Evidence qui ont été publiés récemment. Donc c'est un peu plus léger que les bar plots et ça représente l'information de la même manière. Donc vous avez un exemple à gauche et à droite où il y a deux, en fonction des catégories d'indicateurs, je pense, économiques, environnementaux, d'utilisation du sol ou social. Il y a les différentes réponses qui ont été mesurées. Donc ils ont représenté tout ça sur le même graphique avec ces lollipops. Un autre type de représentation graphique, c'est les donuts ou les camemberts, comme ceci. Donc ça, c'est assez classique aussi, mais c'est à utiliser avec précaution. Là, vous avez des catégories qui sont assez tranchées, donc c'est facile de voir l'information. Mais si vous avez des camemberts de ce type-là, où la répartition est pas très visible, en fait, ça c'est un petit exemple qui montre que ces trois camemberts, ils ont l'air très similaires. Mais en fait, quand on fait des bar plots, on voit que les proportions sont très différentes. Et ça vient du fait que l'œil humain, il a du mal à visualiser les angles. C'est plus facile de voir des hauteurs. Donc voilà, les camemberts à utiliser avec précaution selon vraiment la distribution de vos données. Un autre type de représentation graphique aussi qui est assez joli, c'est les tree maps. Donc c'est un grand carré en fait qui fait 100%. Et ensuite ce carré va être divisé selon les catégories, va représenter le pourcentage de chaque catégorie. Donc par exemple pour les pays, on voit que les études sur les États-Unis, ça fait une grande majorité une grande partie du corpus. Donc c'est assez visible aussi de voir la répartition avec les tree maps. Et à droite, c'est pour vous montrer que vous pouvez même faire des sous-catégories. Donc il y a une première grande catégorie en couleurs rouge, vert, bleu. Donc ça peut être par exemple des grands domaines, eau douce, marin, terrestre. Et puis au sein de ces catégories, vous pouvez encore représenter les proportions. Alors ça, c'est aussi un graphique qui est intéressant, les diagrammes de veine. Ça vous permet de représenter des situations où il y a un article, par exemple, qui va étudier à la fois une réponse de composition, une réponse de fonction, une réponse de structure. Et du coup, vous pouvez représenter ainsi les articles qui étudient ces trois types d'outcomes, qui étudient que un type d'outcome ou qui étudient que deux types d'outcomes. Donc ça vous permet de représenter ça. Et puis sur la gauche, c'est encore plus complexe avec plus de catégories.
Quelque chose de très important aussi, ça c'est quasiment obligatoire à un moment dans la description des caractéristiques des études, de mettre une carte géographique. Donc pour montrer comment la connaissance se répartit de façon géographique. Donc ça peut être tout simple, une carte avec les pays qui vont être plus ou moins colorés en fonction du nombre d'articles. Donc selon un gradient, ça peut être des catégories de couleurs. Donc là, ils ont fait 4 couleurs pour montrer les catégories de nombre d'études par pays. Dans l'exemple ici en bas, ils ont même représenté les zones marines. Donc bon, moi j'ai encore jamais fait ça, j'ai pas le code pour le faire, mais pour vous montrer que c'est possible aussi de montrer la répartition géographique pour le milieu marin. Et puis avec les cartes géographiques, vous pouvez aussi directement mettre les points, les localisations des études, et en fond de carte mettre de l'information. Par exemple ici, c'est les zones climatiques avec les différents sites de translocation. C'est le travail de Joseph. Les différents sites de translocation en fonction des zones géographiques. Donc, vous pouvez enrichir cette représentation graphique avec des informations, voilà, sur le climat, comme vous voulez. Et je voulais aussi vous parler d'un outil qui est Heavy Atlas. Donc, cet outil a fait l'objet d'une publication dans Environmental Evidence. Il y a un site en ligne où vous pouvez l'utiliser. Et ça permet en fait d'avoir des cartes, vous rentrez les coordonnées latitude, longitude des études, et puis d'autres caractéristiques associées des études, et ça permet d'avoir une carte interactive avec les points, les localisations des études, et puis quand on passe sur le point, on peut avoir l'information. Moi, je l'ai encore jamais utilisé, mais je pense que c'est un outil qui est vraiment bien et qui a l'air assez simple d'utilisation. Donc ça, c'est l'interface qui est en ligne. Il faut lui rentrer un format CSV avec au minimum les coordonnées latitude, longitude. Et puis après, vous pouvez mettre toutes les informations que vous avez métacodées. Vous pouvez lui donner tout le tableau de métacoding, par exemple. Et puis, je voulais vous parler de représentations graphiques plus complexes, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire, parce que parfois, selon vos sujets, ça peut être nécessaire. Donc ça, c'est un radial bubble plot, donc ça permet de montrer un peu des connexions entre c'est les systèmes qui sont étudiés, et en fait la taille du point, plus le point est gros, plus le nombre d'articles est important. Une autre représentation un peu complexe, c'est les diagrammes de Sankey. Donc ici vous avez trois variables: la résolution taxonomique, le groupe taxonomique et le scope taxonomique, et c'est comment les articles intègrent ces trois variables ensemble en fonction des différents types, à l'échelle de l'écosystème, à l'échelle des animaux, des invertébrés, des poissons, etc. Une autre façon aussi de représenter l'information, ça peut être intéressant en fonction des sujets, c'est les nuages de mots. Donc là, ils ont représenté en nuages de mots les mots qui ont été le plus fréquemment utilisés pour décrire les contraintes dans les études sur les suivis d'animaux par drone. Donc c'est quel genre de mots est utilisé, quel genre de mots-clés. Donc selon vos sujets, ça peut être aussi intéressant d'avoir un aperçu de ça. D'autres types de représentations graphiques aussi plus complexes, c'est un mélange de diagrammes de Venn, ici par exemple, et puis un tableau. Donc c'est pour vous dire que
En fait, c'est vraiment les représentations graphiques, c'est vraiment comment vous voulez faire passer l'information. Et c'est plus on est créatif en fait, et mieux c'est finalement. Mieux on peut représenter le message qu'on veut faire passer. Alors, est-ce qu'il y a déjà des petites questions avant qu'on passe au heatmap ou Euh, ouais. j'avais- Sidaki, c'est une question assez intéressante posée par Jonas. Est-ce qu'on peut faire des stats sur les caractéristiques des études? Euh, Oui, pourquoi pas faire par exemple des key tests ou oui, pourquoi pas si ça sert le message, oui. Mais là, cette partie, c'est surtout descriptif en fait, hein, montrer quels sont les pays où il y a le plus de recherches, par exemple. Mais si on veut rajouter des stats derrière, oui, pourquoi pas. Mm. Ok, sinon, en fait, si je pose la question, c'est parce que personnellement, je ne vois pas la pertinence, en fait, quoi. Mais comme c'est des données, est-ce que c'est un article qui doit être publié? Est-ce que c'est exigé, en fait, de faire des stats fatigués, en fait? Alors, Jonas, ça a coupé un peu, donc on n'a pas entendu la deuxième partie de votre question. Laquelle, je sais pas si tu as compris le J'ai sens. compris. Est-ce que c'était Oui, exigé? allô, vous m'écoutez maintenant? Oui, c'est mieux Vous là. m'entendez? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que voilà, quand on rédige un article de méta-analyse comme ça, est-ce que c'est exigé de, de faire des stats sur les cas? Faire des stats, je dirais que c'est pas exigé, mais par contre présenter avant la méta-analyse un peu la littérature, moi je trouve que c'est important. Ça permet de mettre en contexte le résultat de la méta-analyse. Par exemple, si vous êtes sur un sujet, que vous faites une méta-analyse, mais que les études que vous avez dans votre méta-analyse, elles ont toutes été faites en Occident, où tout était fait, où 90% des études viennent des États-Unis, bah, pour généraliser vos résultats, ça va être important en fait d'avoir cette présentation du contexte et ouais, pour moi c'est quand même essentiel, sans forcément faire de stats, mais au moins décrire qu'est-ce que vous avez en termes de littérature disponible. Mm. Oui, oui, ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. OK, merci. Dakis, il y a aussi une autre question de Sirama. L'utilisation de nuages de tag, word cloud, est uniquement spécifique aux mots-clés. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est une question. Ou alors, Oui. Sirima, tu l'exprimes par l'oral. Oui, Oui, c'est une question. c'est une question. Voilà. Alors oui, c'est spécifique pour des mots-clés. C'est vraiment que du texte. Oui. Et en fait, plus le mot est utilisé, plus il va apparaître en gros dans le nuage de mots. Alors, Du coup, tu peux poursuivre, je pense. Il n'y a ouais. pas, a priori, d'autres questions. Merci. Alors là, on va passer un peu au heatmap. Donc les heatmaps, c'est des tableaux croisés en fait qui permettent de compter le nombre d'études entre deux grandes catégories. Donc là, vous avez les groupes d'espèces qui ont été étudiés en colonne et les types de d'outcomes qui ont été mesurés en ligne. Et la question, il voulait déterminer l'impact des des radiofréquences sur les animaux et les plantes. Donc, quand on fait ce tableau croisé, cette heatmap, on peut voir les taxons, les groupes d'espèces qui ont été les plus étudiés. Par exemple, on voit que pour les oiseaux ont été particulièrement étudiés et surtout l'effet sur le développement. Euh, pour les arthropodes, c'est plutôt le comportement. Et en vert, on voit c'est plutôt les manques de connaissances. Donc faire ce croisement de deux variables, ça permet d'identifier les knowledge gaps et les knowledge clusters.
Takis, si je me permets juste de compléter ce que tu viens de dire. Avec des heatmaps, c'est intéressant de garder à l'esprit notre PECO ou PICO parce que c'est souvent ce croisement qu'on fait. On croise deux éléments de notre question. Donc ici, dans cet exemple, c'est en l'occurrence la population, donc les groupes taxons, croisés avec des outcomes. C'est ça ce que tu as dit? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, c'est très important de faire des croisements des variables, mais les variables, en fait, on garde en esprit notre PICO ou PICO. De la question. Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir voir les groupes pour lesquels on pourrait faire une méta-analyse. Par exemple, là, on aurait assez d'études pour voir l'effet des fréquences électromagnétiques sur le développement des oiseaux. Et ça ferait typiquement une bonne question de méta-analyse. Là, c'est un autre croisement, c'est le P, la population, avec les outcomes en sous-catégories, et puis les différentes mesures de radiofréquence. Donc on voit que ces impacts des fréquences électromagnétiques, c'est surtout la durée de l'exposition qui est mesurée. Donc voilà, vous pouvez raffiner aussi au sein de votre PECO pour affiner encore votre question de méta-analyse potentielle. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes façons de représenter les heatmaps. Donc simplement en comptant le nombre d'études à l'intérieur des croisements. Mais ici, sur la droite, c'est la même chose. Ils ont juste rajouté un camembert à l'intérieur qui va montrer un peu le study design. Parce que pareil, pour faire la méta-analyse, le comparateur, ça peut être important, ou le type de design, ça peut être important. Et donc, du coup, ça permet de rajouter une information pour l'identification des knowledge gaps et des knowledge clusters. Donc ça, c'est encore d'autres façons de représenter les heatmaps, plus sous forme de graphique que sous forme de tableau. Donc ça peut être des carrés comme ça peut être des carrés comme ça de couleurs, ça peut être des ronds. Donc voilà, ça après, c'est la créativité de chacun. Et je voulais vous montrer un peu en pratique avec Excel comment faire les tableaux croisés et faire une heatmap avec Excel. Donc en fait, dans Excel d'abord, donc on a notre base de données de métacoding dans un feuillet. On va ouvrir un autre feuillet, on va insérer un tableau croisé dynamique. Quand on fait cette manip-là, on va devoir sélectionner un tableau, donc le tableau de données, donc la source. Donc moi, je suis partie chercher la source, j'ai sélectionné toute ma base de données. Donc mon feuillet il s'appelle database. Et une fois que j'ai fait ça, je vais avoir cette fenêtre qui apparaît. Donc ici, je vais avoir toutes les colonnes de ma database, de mon tableau de données. Et après, je vais devoir créer mon tableau croisé dynamique. Donc je vais devoir choisir une variable en colonne, choisir une variable en ligne, et après compter les nombres d'études. Donc j'ai choisi en colonne de mettre l'exposition, c'est toujours l'exemple des métaux, en ligne de mettre mes outcomes, mes réponses mesurées, et puis j'ai compté mes identifiants d'études, mon nombre de map ID. Et ça donne un gros tableau comme ça. Ce tableau-là, vous pouvez le copier dans un autre feuillet. Donc pour l'exemple, parce que j'ai beaucoup de types d'exposition, j'ai réduit aux colonnes où il y avait une exposition simple. Et ensuite, vous sélectionnez votre tableau de données sans prendre les colonnes totales. Vous allez dans mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et là vous choisissez une nuance de couleur du jaune au rouge, du vert au rouge par exemple. Et ça va colorer les cases en fonction du nombre d'études avec la couleur. Donc, quand c'est très vert, il y a beaucoup d'études, et puis quand c'est rouge, il n'y a pas beaucoup d'études. Et puis il n'y avait pas de zéro, donc j'ai complété, j'ai remplacé toutes les cases vides par des zéros, et là on a notre heatmap. Donc voilà, c'est un moyen avec Excel déjà de pouvoir faire une heatmap que vous pouvez publier comme ça.
Il faut juste bien choisir vos colonnes et vos lignes. Comment vous voulez identifier vos knowledge gaps et vos knowledge clusters. Alors en termes d'outils, donc vous pouvez utiliser Excel. Avec Excel, on peut quasiment tout faire. Hein, donc voilà, les heatmaps, les bar plots, même les tree maps, vous pouvez les faire dans Excel. Avec R aussi, il y a plein de packages. On peut faire tout ça, toutes ces représentations graphiques avec R. Et dans le site DataVis, il y a, en fait, quand vous cliquez sur les graphiques, il y aura tous les codes pour faire les graphiques. Donc, c'est des codes tout prêts sont accessibles pour pouvoir reproduire les graphiques. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis, je voulais vous signaler aussi, ça c'est une collègue qui nous l'avait indiqué, une collègue qui n'aime pas R et qui nous avait indiqué ce site, Rograph. Donc apparemment, c'est quand on a nos bases de données sur Excel, on peut utiliser ce site pour faire des graphiques assez jolis. Donc si vous voulez essayer, voilà, je voulais aussi vous le signaler pour ceux qui sont vraiment allergiques à R. Alors maintenant, je vais passer à la synthèse narrative des résultats. Donc ça, on n'est plus dans la description des études, on veut vraiment synthétiser les résultats. Et c'est dans le cas où voilà, la méta-analyse n'est pas possible et il faut faire cette synthèse. Donc ça va être une description textuelle des résultats dans l'article. Et cette description, elle est basée sur des tableaux de synthèse narrative que je vais vous montrer après. Et en général, moi, ce que je prends pour intégrer dans la synthèse narrative, c'est seulement les résultats qui sont statistiquement significatifs. Donc où il y a un test statistique. Les auteurs ont à un moment testé que l'impact de cette intervention ou l'effet de cette exposition était statistiquement significatif. Il fallait qu'il ait testé dans l'article pour que je puisse l'inclure dans ma table de synthèse narrative. Donc là, cette table, c'est un exemple de résumé de synthèse narrative, toujours sur l'impact des substances chimiques sur les coraux. Donc on essaye de représenter l'information la plus résumée possible, donc le type de substance qui a été étudiée, la gamme d'exposition en termes de concentration et de durée, et puis l'effet. Diminution de la croissance, pas d'effet sur la croissance, etc. Les espèces étudiées. Et toujours vraiment très important quand on rapporte les résultats, que ce soit pour la méta-analyse ou pour la synthèse narrative, d'indiquer le niveau de biais, de robustesse des études. Ça, c'est vraiment important de le donner. Donc là, c'est une étude à biais faible. Là, c'était une étude qui était unclear, etc. Donc ce tableau-là de synthèse, pour le faire, je me suis basée sur un tableau Excel où j'ai fait l'extraction en tant que telle des résultats sous forme narrative. Donc c'est un peu la même forme que pour la synthèse quantitative, mais donc on a les informations sur l'article, sur l'étude, le taxon, l'exposition, et la description du résultat narratif. Donc c'est une colonne sur le résultat. Est-ce que l'effet de cette substance, il était non significatif, NS, négatif ou positif sur la croissance des tissus. Il y a toujours une colonne qui reprend la description en tant que telle du résultat. Donc c'est vraiment un copier-coller de la phrase de l'article qui décrit le résultat autant que possible, avec toujours aussi la référence. Où est-ce qu'on peut trouver ce résultat? C'est vraiment important de tracer l'information. Et puis, il y a une autre colonne, direction des faits. Ça, c'est pour vous, pour faire la synthèse. Parce que, par exemple, il y a des études qui, ici, dans l'outcome mesuré, vont mesurer la survie. Donc, vous aurez un effet négatif, brut, sur la survie. Mais il y a d'autres études qui vont mesurer la mortalité. Et donc, vous aurez un effet plus, ça augmente la mortalité. Donc cette colonne-là, Effect Direction, c'est une colonne pour homogénéiser l'effet. Est-ce qu'en fait, au niveau de l'individu, l'effet il est positif ou négatif? Ça, c'est encore un autre exemple pour vous montrer la représentation pour la synthèse narrative. Donc
Ici, c'était l'effet sur la biodiversité. Enfin, quel est le potentiel pour la biodiversité des dépendances d'infrastructures de transport? Donc, en colonne, on avait les différentes infrastructures, les routes, les voies navigables, etc. En ligne, on avait les différents groupes biologiques étudiés. On retrouve toujours le niveau de biais des études pour avoir une idée de la robustesse. Et puis, dans chaque croisement, il y a le nombre d'articles, je pense, et puis l'effet. Donc là, l'effet était négatif ou non significatif et positif pour une espèce. Là, il y avait 10 articles et ça dépendait fortement de l'espèce. C'était difficile de résumer. Là, il y avait 4 articles et c'était non significatif ou positif. Et je détaille bien cet exemple, c'est pour vous montrer que il faut vraiment donner tous les résultats. Que ce soit des effets positifs, négatifs, non significatifs, il faut tout montrer de façon claire, parce qu'on pourrait être tenté de faire du vote counting, c'est-à-dire si on a 10 articles, qu'il y en a 8 qui montrent un effet positif et 2 qui montrent pas d'effet ou un effet négatif, on pourrait dire l'effet est positif parce que la majorité des articles le montrent. Mais en fait ça c'est pas une bonne pratique. Il faut vraiment détailler qu'il y a 8 fois on a retrouvé un effet positif, mais 2 fois il y avait un effet négatif, ou alors montrer la gamme d'effets non significatifs ou positifs. Ça c'est vraiment important de pas faire de vote counting. Dakis, est-ce que je peux me permettre de Oui, compléter bien ce que sûr. tu viens de dire? Oui. Donc, on a vu ça un peu avec Barbara, donc ouais, je souhaiterais aussi insister là-dessus que le vote counting, c'est une méthode très délicate, controversée, il faut pas le faire. Et si on le fait, il faut faire comme Dakis vous montre ici dans cet exemple. Il faut vraiment donner toutes les informations qu'on a. Parce qu'en fait, comme Barbara a expliqué aussi, c'est l'exemple que Dakis vient de donner. Si les 8 études ont tous un risque de biais fort, alors on gomme toute cette information-là. Donc c'est pour ça c'est très risqué de faire des conclusions sur la base d'un comptage d'effets, de direction d'effets. Voilà. Aussi, ça gomme l'hétérogénéité. Selon le contexte, en fait, l'effet peut varier, et en méta-analyse, ça, on peut plus le tester de façon propre, mais dans la synthèse narrative, c'est important que ça apparaisse aussi, cette hétérogénéité des effets. Et ce tableau de résumé qui est dans l'article, en fait, il est basé sur la même chose que je vous ai montré auparavant, une table de synthèse narrative, donc qui est faite un peu différemment. C'est pas dans Excel, c'est dans Word, mais on a toujours la référence de l'article, toujours très important le niveau de risque de biais, le pays, le groupe étudié, le type d'infrastructure. On avait rajouté aussi le type de comparateur. Et donc toujours le même code, plus NS ou moins, une description textuelle du résultat, autant que possible vraiment extraite, copier-coller de l'article, et la référence dans l'article. Où est-ce qu'on peut aller rechercher ce résultat dans l'article, à telle page, dans telle table, sur telle figure. Et j'ai terminé pour la présentation. Donc, on a plein de temps pour les questions. Voilà.